Bonjour à tous, moi je vais vous présenter le travail que j'ai effectué au sein de mon Master 2 et qui portait du coup sur l'étude de l'implication du gène PURA dans le phénotype neurodéveloppemental associé aux duplications 5q31. C'est compliqué là. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le gène PURA, c'est un gène qui est monoexonique. Il est situé sur le bras long du chromosome 5 en position 5q31.3, pardon, et il code une protéine du même nom qui en fait a différentes répétitions pures. Lors de la dimérisation de cette protéine, on voit apparaître différents domaines, et en fait, ce sont ces domaines qui vont aller se lier aux éléments riches en purine, d'où le nom. Donc finalement, la protéine PURA, c'est une protéine qui est hautement conservée au fil de l'évolution et qui a de multiples rôles régulateurs, notamment dans la régulation transcriptionnelle ou encore le transport de l'ARN dans les neurones. Le gène PURA joue un rôle donc crucial dans le développement cérébral, la formation des synapses, ainsi qu'entre autres la prolifération des neurones. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à PURA? Parce qu'on a vu en consultation cette patiente, qui est la première enfant d'un couple non apparenté, qui présentait un trouble du neurodéveloppement prédominant sur le langage, et elle avait aussi quelques particularités morphologiques. Cette patiente, elle a bénéficié d'une ACPA et dont le résultat a été confirmé par FISH, qui a montré une duplication de novo 5q31 qui a englobé le gène PURA. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce gène, il est déjà connu en pathologie humaine au sein des troubles neurodéveloppementaux liés à PURA, que ce soit le syndrome PURA lié à différents types de mutations ponctuelles ou le syndrome microdélétionnel 5q31, qui fonctionnent tous les deux sur un mode d'haploinsuffisance. Mais par contre, la duplication du gène PURA la duplication de la région 5q31 comprenant PURA, elle est très peu décrite dans la littérature, puisqu'à ce jour, il n'y a qu'un seul cas décrit depuis 2011. Donc l'objectif de mon travail, c'était de caractériser l'impact physiopathologique des duplications 5q31 impliquant le gène PURA sur le développement cérébral et neuronal, que ce soit sur le plan phénotypique ou fonctionnel. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a colligé, on a récupéré, on a pu former une cohorte de 7 patients, dont le patient issu, alors initialement de la publication Princeps, là le patient 5, 2 patients issus de la base de données Decipher, notre patiente, la patiente 1, et 3 autres patientes issues d'un appel à collaboration national. Et on s'est rendu compte que tous ces patients ils présentaient une région minimale critique commune dans leur duplication qui comprenait 6 gènes, dont PURA évidemment. Ensuite, on a voulu étudier l'expression du gène PURA chez les patients à partir du sang périphérique de ces patients, donc que ce soit l'expression en termes de transcrit, donc par qPCR, ou l'expression protéique par Western blot. Et enfin, on a voulu analyser la surexpression du gène PURA en transfectant différents types cellulaires par soit un plasmide uniquement GFP, soit une cotransfection GFP-PURA. Dans un premier temps, on a travaillé sur les cellules HEK pour valider finalement la surexpression du gène PURA. Donc c'est ce qu'on peut voir ici en Western blot ou en immunofluorescence en rouge. Et ensuite, on a travaillé sur les neurones hippocampiques d'embryons de souris pour notamment étudier la morphologie neuronale. Pour ce qui est des résultats cliniques, dans un premier temps, on a pu s'apercevoir que tous les patients de la cohorte présentaient un retard plus ou moins global de développement, mais dans tous les cas prédominant sur le langage. Ils avaient aussi quelques petites particularités cliniques, mais aspécifiques, telles qu'une énophthalmie ou une lèvre supérieure fine, par exemple. Et pour les 4 patientes dont on avait les données chiffrées, on a pu s'apercevoir qu'elles présentaient toutes un surpoids ou une obésité. Donc c'est quelque chose qu'il faut évidemment prendre en charge dans le suivi clinique de ces patients. Ensuite, pour ce qui est de l'impact sur les analyses réalisées sur le sang périphérique des patients, on a voulu d'abord analyser l'impact des duplications du gène PURA sur l'expression. Donc d'abord en termes de transcrit, donc par qPCR, et on peut voir que ce soit... Ah zut, c'est pas le bon. Que ce soit chez les patients en rouge ou chez les témoins en vert, on n'a pas de différence significative d'expression dans le sang. Et finalement, ces résultats ils se retrouvent aussi au niveau protéique, puisque on peut voir au niveau de la bande attendue pour PURA qu'il n'y a pas de différence significative en termes d'intensité de bande. Donc au final, une absence de différence significative entre les patients porteurs d'une duplication et les témoins sains dans le sang périphérique.
Ensuite, on est passé sur les études des neurones hippocampiques d'embryons de souris pour regarder dans un premier temps la localisation subcellulaire neuronale de la protéine pura surexprimée. Donc on a pu s'apercevoir dans un premier temps que cette protéine a été majoritairement cytoplasmique, c'est ce qu'on peut voir ici, comparé au signal de la GFP qui est ubiquitaire dans la cellule. On a pu aussi noter que cette protéine pura surexprimée, elle était présente au niveau des épines dendritiques, c'est ce qu'on peut voir par les flèches. Et enfin, de manière assez intéressante, on s'est rendu compte qu'il y avait une absence de marquage de la protéine pura surexprimée dans l'un des prolongements au départ du soma. Donc il y a déjà une équipe qui avait montré que la protéine pura endogène, elle était absente des axones. Donc nous, on peut supposer que la protéine pura surexprimée est également absente des axones, mais on n'a pas fait d'études de colocalisation pour en être certain. Et enfin, on a voulu analyser la surexpression de pura sur la morphologie neuronale, donc en faisant une analyse de Scholl, dont le principe est expliqué par ce schéma. Donc en fait, on définit des cercles de taille donnée, tous centrés sur le soma, et on va compter le nombre d'intersections des différents neurites avec ces différents cercles pour obtenir ce type de courbe, du nombre d'intersections en fonction de la distance par rapport au soma. On a fait ça pour 41 neurones GFP et 41 neurones GFP pura. Et on a pu mettre en évidence une différence significative dans l'arborisation dendritique proximale en défaveur des neurones qui surexprimaient la protéine pura, donc comme témoin finalement d'une complexité neuronale moins importante. Donc en conclusion, d'un point de vue clinique, on a pu noter que tous les patients y présentaient un trouble du neurodéveloppement léger à modéré qui prédominait sur le langage, qu'ils avaient également une tendance au surpoids ou à l'obésité. Pour les analyses réalisées sur le sang périphérique des patients, on n'a pas mis en évidence de différences significatives d'expression des transcrits ou de la protéine pura. Par contre, pour les analyses réalisées sur les neurones hippocampiques d'embryons de souris, on a pu voir que la localisation subcellulaire, elle paraissait inchangée par rapport à celle de la protéine pura endogène. Mais par contre, nous, on notait une modification significative de l'arborisation dendritique proximale. Donc pour ce qui est des perspectives de ce travail, évidemment, on espère toujours avoir une cohorte plus conséquente, parce que c'est vrai que notre cohorte n'était pas immense. Pour les analyses sur le sang périphérique qui n'ont pas mis en évidence de différences significatives, on peut évidemment se poser la question de la pertinence du tissu et peut-être alors déjà étudier d'autres tissus ou encore étudier l'expression dans les cas d'haploinsuffisance de pura pour voir s'il y a une différence d'expression ou s'il n'y en a toujours pas dans le sang périphérique. On peut évoquer un effet de compensation de dose génique ou encore un rôle non exclusif de pura, puisque je vous ai dit tous les patients présentaient une région minimale critique dans leur duplication, donc peut-être analyser les autres gènes de cette région ou même faire des analyses d'expression par RNA-seq. Et pour ce qui est des analyses, des résultats obtenus sur les neurones de souris, on peut évidemment se poser la question de leur rôle dans la pathogénicité de ce trouble. Mais on peut toujours aller plus loin, avec notamment l'étude de la synaptogénèse ou encore générer des cellules iPS. Donc je vous remercie à tous pour votre attention et je remercie l'équipe Hindbrain et notamment le docteur Frédéric Laumonier, ainsi que tout le service de génétique médicale de Tours et notamment le docteur Marie-Laure Willow-Munter et évidemment les patientes et leurs familles. Merci beaucoup Solène pour cette présentation très claire et très synthétique.